Bonjour, nous commençons dans cet enregistrement le cours de virologie générale qui fait partie du module microbiologie pour le semestre 3 de la filière SVI. Alors tout d'abord, définissons ce que c'est que le terme virus. Ce terme qui a toujours été utilisé dans le passé pour signifier poison ou venin. Mais en fait, la virologie qui étudie les virus est une science relativement récente. Est une science qui ne date que du 19e siècle. La virologie a pris son vrai sens à partir des travaux et des recherches des scientifiques et des biologistes du 19e siècle. Citons par exemple les travaux de Chamberlain, qui était un collaborateur du grand chercheur, du grand scientifique Louis Pasteur. Chamberlain, il a mis au point un filtre en porcelaine pour traiter et améliorer la qualité de l'eau qu'on distribuait à la population parisienne. Ce filtre, il permettait l'élimination des bactéries. Seulement avec ça, l'eau filtrée, elle restait quand même des fois source de problèmes et d'ennuis, puisqu'on a constaté quand même qu'il y avait des infections, bien que tous les germes étaient arrêtés par le filtre. Donc on s'est demandé à quoi est due ces infections si toutes les bactéries sont éliminées. Sont venus aussi les travaux d'autres équipes et d'autres chercheurs, notamment Ivanovski et Beijering, qui étaient des contemporains de Chamberlain, donc des travaux complètement indépendants. Ils ont confirmé l'existence de nouveaux agents infectieux. Ces agents infectieux, on les a appelés des virus. Tout ça, ça ne date que de la fin du 19e siècle. Et justement, parmi les premiers virus découverts, sinon peut-être le premier virus découvert, c'est ce qu'on appelle le VMT, ou bien virus de la mosaïque du tabac. C'est un virus du monde végétal. C'est un virus qui causait et qui provoquait l'apparition de taches et de plages blanches sur les feuilles de la plante du tabac. Et lorsqu'on broyait ces feuilles malades, lorsqu'on les broyait et on les filtrait, on utilise le filtre pour arroser d'autres plantes et on remarquait que les plantes saines montraient aussi, à la suite de cet arrosage, on montrait aussi l'apparition de plages et de taches blanches. Donc on a compris que c'était quelque chose qui se trouvait dans l'eau et qui passait dans les cellules. Bien évidemment, ces découvertes ont laissé d'autres chercheurs à déployer des efforts dans le monde animal et dans le monde bactérien, et on a fini par confirmer également l'existence de ces agents chez les animaux, tout comme chez les bactéries. Alors, définissons maintenant ce que c'est qu'une particule virale, de quoi elle est formée et qu'est-ce qu'elle représente comme danger. Une particule virale, appelée aussi un virion, c'est un seul représentant du virus. Lorsque je dis virus, je ne veux pas dire par là un seul agent. Je veux dire l'espèce qui attaque telle plante ou tel animal. Et si je prends rien qu'un seul représentant, rien qu'un seul individu, rien qu'une seule entité, je dis une particule virale ou bien un virion. Et un virion, c'est formé par quoi? Par une ou quelques molécules d'acide nucléique.
donc un matériel génétique, plus une coque protéique, une petite boîte dans laquelle se cachait ce matériel génétique. C'est tout. C'est simple. Les virus, ils existent sous deux états. Un état extracellulaire et un état intracellulaire. En d'autres termes, les mêmes virions du même virus se comportent différemment en fonction de comment dire, où ils se trouvent. Ils se trouvent à l'intérieur de la cellule ou ils se trouvent à l'extérieur de la cellule. À l'extérieur de la cellule, par exemple, vous pouvez avoir dans un petit tube un solvant avec une suspension virale que vous pouvez garder sur votre paillasse dans votre laboratoire. Ça ne changera pas. Il n'y aura pas de multiplication du nombre de virions. Il n'y aura pas de vie ou de mort de ces virions. Parce qu'on ne peut pas parler de vie d'un virus. Par contre, si ces virions se retrouvent à l'intérieur d'une cellule vivante, et bien à ce moment-là, le comportement change complètement. Dans une cellule vivante, un virus est capable de se manifester. Et la seule façon pour se manifester, c'est de se multiplier. Si vous avez une seule particule qui infecte et qui pénètre dans une cellule vivante, elle est capable de se multiplier pour devenir des centaines, voire même des fois des milliers de particules dans la même cellule. Mais cela n'est possible que si on utilise, on exploite ce qu'il y a dans la cellule. C'est-à-dire si on utilise les organites et les molécules et l'endroit du cytoplasme de la cellule. Autrement dit, on va parasiter la cellule. On va causer du mal à la cellule. On va détourner le métabolisme cellulaire. On va le détourner au profit du virus. Donc la cellule sera souffrante, mais le virus il sera en état de multiplication ou de réplication. Alors, quelles sont les caractéristiques fondamentales d'un virus? On va citer 3 caractéristiques. D'abord, l'organisation simple acellulaire. Nous avons bien dit qu'il y avait uniquement du matériel génétique et une coque protéique. Il n'y a pas de cytoplasme, il n'y a pas d'organites, il n'y a pas de molécules monomériques, il n'y a pas de métabolisme, il n'y a rien. Une organisation acellulaire, complètement différente de ce qu'on trouve chez la cellule. Ensuite, ce génome peut être soit de l'ADN, soit de l'ARN. Rien qu'un seul type d'acide nucléique. Dans le cas d'une cellule, nous avons toujours de l'ADN et de l'ARN. Et dans le cas du virus, jamais les deux. Enfin, vous avez le mode de vie, c'est le parasitisme intracellulaire obligatoire. Le virus pénètre dans la cellule. Il force la cellule à lui donner tout ce qu'elle possède pour qu'il puisse se répliquer et se multiplier. C'est purement du parasitisme obligatoire. Parce que le virus est incapable de se multiplier à l'extérieur de la cellule, incapable de produire de l'énergie, incapable de biosynthétiser de nouvelles molécules. Parce qu'on ne peut pas parler de vie dans le cas du virus. Du point de vue structural, les virus, ils sont d'abord, ou bien les virions, bon je dirais les virions, ils sont trop petits. Ils ne sont pas visibles au microscope optique. Encore moins à l'œil nu, évidemment. Les tout petits virus, comme exemple le virus Delta,
ne mesure que 10 nanomètres. Donc il y a même pratiquement l'impossibilité de le visualiser en microscopie électronique. Le plus gros virus connu jusqu'à nos jours, c'est le pitovirus, il mesure 1 micron et demi. Donc c'est dans une fourche que ça se joue entre 10 nanomètres et 1 micron et demi. Faisons une petite comparaison d'une particule virale avec une cellule eucaryote. Si je suppose que ce rectangle que vous voyez là, c'est la cellule, une cellule eucaryote quelconque, bon, animal ou végétal, peu importe, je vais dire que sa largeur, elle fait 10 000 nanomètres. Je vais rester toujours avec la même unité pour pouvoir comparer. Dans cette cellule, il y a bien un noyau qui fait aux alentours de 2800 nanomètres. Si je suppose qu'il y a une bactérie qui pénètre à l'intérieur de cette cellule, eh bien, Escherichia coli, elle mesure 2000 nanomètres. Maintenant, les virus. Voici quelques exemples de virus. Voici le virus de la rage qui mesure 150 nanomètres. Celui de l'influenza ou du sida mesure aux alentours de 100 nanomètres. Le rhinovirus, 70 nanomètres. Le poliovirus, 27 nanomètres. Un tout petit point noir dans tout ce volume-là. On comprend qu'à l'intérieur de la cellule, il y a tout ce qu'il faut. On va pouvoir répliquer ce petit point noir pour avoir plein de particules virales, plein de petits noirs. Dans ce cas-là, la cellule, elle sera vraiment souffrante et elle va finir par céder et peut-être même éclater. Tous les virus, quelle que soit leur espèce, quelle que soit la cellule hôte qu'ils infectent, tous les virus s'organisent autour d'une structure commune, la nucléocapside. C'est un terme composé de nucléo et capside. Ça veut dire qu'il y a les deux, qu'il y a l'acide nucléique, nucléo, et la capside, qui est cette coque protéique, purement protéique. C'est de l'ADN ou de l'ARN dans une coque qu'on appelle capside. Seulement, certains virus, ils peuvent avoir quelque chose de plus. Ils peuvent avoir une couverture de plus, une enveloppe. Donc, une nucléocapside plus une enveloppe. Et ça va faire deux grands groupes de virus. Ceux qui ne portent pas d'enveloppe, ils sont appelés des virus nus, comme le poliovirus, qui cause la polio, qui est une maladie infantile que nous avons réussi à vaincre, mais on continue à se faire vacciner justement pour qu'il n'y ait pas réapparition et émergence de cette maladie. Et vous avez le deuxième groupe, c'est celui des virus enveloppés, comme exemple l'herpès virus, qui existe parmi nous et qui cause la maladie appelée herpès. Des fois, cette maladie, elle est bénigne, lorsqu'elle attaque la peau, par exemple, au niveau du visage, autour de la bouche, tout près des lèvres. Nous avons des fois des éruptions derniques. Ce sont des éruptions qui sont dues à l'infection virale. 2, 3, 4 jours après, ça disparaît. Parce que notre corps, il réussit à combattre. Bien entendu, si on veut prendre des médicaments, bon, ils existent. Mais si on n'en prend pas, il n'y a pas de mal, notre corps, il arrive quand même à éliminer le virus de l'épiderme. Ce même virus, s'il attaque les appareils génitaux, les appareils reproducteurs mâles et femelles, eh bien là, c'est différent. La maladie, elle s'installe pour une très longue durée. Et pour la remédier, pour la soigner, c'est pas aussi facile que ça.
Voici une image sur laquelle je vois les deux types de virus. Les virus nus, et voilà, avec ce qui est en bleu, c'est la capside, formée par des éléments, des unités appelées capsomères, c'est toute petite boule, et à l'intérieur, vous avez ce filament rose qui représente l'acide nucléique, ADN ou ARN. Le tout, ça forme quoi? La nucléocapside. Dans l'image d'en bas, vous avez la même chose, avec en plus une enveloppe transparente ici, externe, avec plein de petits éléments qui sont éjectés, qui ressortent de la surface de l'enveloppe. C'est comme si c'était de petites antennes. On les appelle des spicules. Une capside, en fait, c'est un nombre plus ou moins important de copies d'une protéine, des fois de plusieurs protéines différentes, qu'on appelle des protomères. Et toutes ces protéines, elles ont la faculté de s'auto-assembler. Un assemblage automatique. Une attraction entre les protomères et vous avez l'assemblage qui se fait. La capside, elle aura protégé l'acide nucléique parce que c'est lui qui sera responsable de l'infection. Et cette même capside, elle va pouvoir faciliter le transfert d'une cellule à l'autre. Toujours au sujet de cette nucléocapside, nous distinguons trois symétries différentes pour les différents virus connus jusqu'à nos jours. Une symétrie dite hélicoïdale, une autre symétrie icosaédrique et une troisième, une symétrie complexe. Commençons par la capside hélicoïdale. C'est en quelque sorte un tube creux de l'intérieur, un petit cylindre minuscule, formé par des capsomères qui sont bien disposés, bien rangés sur une trajectoire en spirale. Nous donnons deux exemples. Le VMT, virus de la mosaïque du tabac, qui présente une capside rigide. Et un deuxième exemple du virus de la rage, dont la capside est souple. Elles sont toutes les deux faites de la même façon, seulement dans ces questions de souplesse qui les différencient. Voici une figure qui représente la capside avec plein de capsomères. C'est que ce que vous voyez là. Et le matériel génétique enfoui à l'intérieur sous forme d'une hélice. C'est ce qui nous laisse parler de symétrie hélicoïdale. En microscopie électronique, avec une technique appropriée, on peut voir des fois les virus, comme c'est le cas ici du VMT, un bâtonnet régulier, rigide. Après, vous avez la capside icosaédrique. Icosaédrique, ça vient d'un polyèdre régulier, une forme géométrique connue, qui présente 20 faces et 12 sommets. Les capsomères formés se présentent sous forme de pentan, avec 5 sous-unités, des protomères, ou des hexans, avec 6 protomères. Voyons ensemble comment se présente un icosaèdre d'abord. Voici l'icosaèdre. Voici cette forme géométrique. Si vous comptez les triangles, les faces, vous allez trouver 20. Si vous comptez les angles, on a 12.
Les pentons sont toujours au niveau des sommets. Les hexagons sont toujours au niveau des triangles et des arêtes. Ce qui veut dire que si vous prenez deux virus différents, de la même symétrie, c'est-à-dire icosaédrique, vous comptez 12 angles sur les deux, ça veut dire que vous avez 12 pentons dans les deux cas. Mais si c'est deux virus de taille différente, comme c'est le cas ici de l'herpès et de l'adénovirus, et dans le premier cas, nous avons 12 pentons et 150 exons. 150 exons qui meublent, qui forment les facettes et les arêtes. Mais l'herpès virus, c'est un petit virus par rapport à l'adénovirus. Ce dernier, il compte 240 exons. Voilà. Sur la figure, vous avez les pentons qui sont de couleur violette au niveau des angles. Et vous voyez bien le dessin des triangles. Lorsque vous regardez ça comme ça, vous avez un penton face à vous parce que vous avez un angle tout à fait au milieu. Et vous avez tout autour 1, 2, 3, 4 et 5 triangles, 5 faces, occupés par ces éléments jaunes, qui sont des exemples. Je prends un exemple, il est formé par 1, 2, 3, 4, 5 et 6 juifs. Retenons cette image avec l'angle tout à fait au milieu et les triangles tout autour. On en aura besoin de ça. On en aura besoin de ça pour parler des ordres de symétrie. C'est-à-dire que chaque capside icosaédrique présente 3 axes. 3 axes. Si je prends le premier axe par là, si je suppose que je suis en train de voir l'icosaèdre dans cette position, ça veut dire que j'ai les triangles, 5 triangles, autour d'un seul angle. Si je fais tourner l'icosaèdre avec un angle de 2π sur 5, ça me donne quoi? Ça me donne la même image. Vous faites tourner cette flèche, vous la mettez à cette place, celle-ci, elle viendra à cette place. Vous avez la possibilité de faire tourner 5 fois. Vous dites qu'il s'agit d'un ordre, d'une symétrie d'ordre 5. Maintenant, si vous regardez l'icosaèdre avec le triangle qui est au milieu, mais pas l'angle, le triangle qui est face à vous, vous avez autour de ce triangle 1, 2, 3 autres triangles. Il y a une symétrie d'ordre 3. Enfin, si c'est avec le même icosaèdre, vous le positionnez différemment, vous mettez l'arête, le côté qui sépare deux triangles, vous le mettez au milieu. Eh bien, vous devez faire tourner, vous devez faire roter votre icosaèdre avec un angle de π pour retrouver la même image. Cela veut dire que vous avez une symétrie d'ordre 2. Voici en microscopie électronique toujours à transmission avec une coloration négative. Voilà comment on peut voir l'adénovirus qui mesure entre 60 et 80 nanomètres de diamètre. On peut voir la forme géométrique plus ou moins claire. Hein? Ça nous permet de confirmer cette théorie de symétrie capsidiale. Là, c'est une autre image de la structure du SARS-CoV-2, le virus de la COVID-19, qui est lui aussi plus ou moins de la même taille, plus ou moins de la même figure, seulement il est enveloppé. Cette enveloppe que vous voyez là. D'accord?
Et bien entendu, bon, c'est en couleur parce qu'on l'a traité avec un moniteur, avec un ordinateur. Ça mesure aux alentours de 100 nanomètres. Dernier groupe, la capside complexe. Et dans ce groupe, nous avons l'époxvirus et les bactériophages, ou encore les phages codés. Dans les virus complexes, nous avons l'époxvirus et les bactériophages. Les poxvirus sont de grands virus d'animaux, comme celui de la vaccine. Ça se présente sous forme d'une structure centrale, creuse des deux côtés, elle est biconcave, et avec deux corps qui occupent les deux creux. Et tout à fait à l'extérieur, vous avez ce qu'on appelle un manteau externe, décoré par des fibres ou des tubules. Comme c'est le cas ici. Vous voyez bien, le virus, il est là. Là, vous avez un seul virion, un autre virion, un troisième virion. Bon, lorsque je parle de ça, je dis le virus de la vaccine. Avec cet aspect en 8, creux par ici, creux par là, un corps latéral par ici, un autre par là, et un manteau tout à fait externe qui contient des tubes très très fins, très très petits. C'est une symétrie qu'on appelle complexe. L'autre symétrie complexe, c'est celle des bactériophages codés, c'est-à-dire les virus des bactéries. Exemple, ce qu'on appelle T2, ou T4, ou T6, T8, etc. Ça se présente de la manière suivante. Une tête attachée à une queue. Une tête de symétrie icosaédrique, et contient de l'ADN. Et une queue de symétrie cylindrique. Toutes les deux reliées. Voilà l'image de notre bactériophage codé. Voici la tête. C'est bien un icosaèdre. Voici la queue. C'est bien un cylindre. Toutes les deux reliées par un col. Et ça porte ici des fibres caudales qui permettent la fixation à la surface d'une cellule hôte. Et ça, c'est la queue. Et ça, c'est la queue. Regardez en microscopie électronique une dernière image. Vous avez un bactériophage qui mesure un peu plus de 100 nanomètres, 150, quelque chose comme ça, avec ici la tête et là la queue. Et c'est cette queue qui est rétractile qui va permettre le passage de l'ADN se trouvant dans la capside icosaédrique et d'être injecté dans le cytoplasme de la bactérie qui est la cellule hôte et qui sera infectée.